Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un fervent défenseur des causes qui sont chères à sa maman, la princesse Stéphanie. Il n'hésite pas à mouiller le maillot au sein de l'équipe de football des Barbadjans de Monaco. Il perpétue également la tradition du cirque et nourrit la même passion que son oncle, le prince Albert II, pour le sport en général, le foot en particulier, avec néanmoins une pointe d'innovation qui l'a conduit à s'impliquer dans le e-sport. Jeune papa, cette nouvelle responsabilité familiale en appelle-t-elle d'autres qui, cette fois sur le plan professionnel, l'amèneraient à de plus grandes responsabilités dans le monde du sport ou ailleurs? Il va nous en dire plus certainement. Bonjour Louis Ducruet. Bonjour. Justement, on parlait du sport et du e-sport, alors on va commencer avec le e-sport. Est-ce que c'est facile, dans la société d'aujourd'hui, d'innover à ce point-là? Parce que quand on dit je veux faire du foot, ou je veux diriger un club de foot, je veux diriger une fédération de foot, bon, tout le monde voit ce à quoi ça correspond. Mais le e-sport, est-ce qu'il n'y a pas un challenge supplémentaire quand même? Il y a un gros challenge parce que c'est un sport qui est encore méconnu et qui n'est pas considéré comme un sport par beaucoup de personnes. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est un sport ou pas? Comment les gens le prennent? Du moment où on considère les échecs comme un sport, ouais. Le e-sport est un sport également parce que c'est un sport avec beaucoup de compétences mentales et beaucoup de physique, d'endurance. Parce que faut pas croire, mais rester assis et concentré sur un ordinateur pendant des parties qui peuvent durer des fois jusqu'à 5 heures, c'est quand même physique. 5 heures. Ah oui, à certaines parties, des fois, sans pause, ils sont pendant 5 heures devant les écrans pour une compétition. En plus, j'imagine qu'ils sont beaucoup suivis, donc c'est pas simplement une charge mentale d'être concentré sur le jeu, il y a aussi tous les gens, il y a cette pression du public aussi ou pas? Du public, mais aussi, comme dans n'importe quel sport professionnel, il peut y avoir la pression aussi des équipes qui sont professionnelles et qui ont besoin de notoriété. Il y a de l'argent ? Il y a de l'argent, oui, bien sûr. Après, c'est un système qui est un peu similaire à celui du tennis, c'est-à-dire que c'est des cash prize qui sont à gagner à la fin des tournois et généralement, c'est un accord entre le joueur et l'équipe ou la fédération où le joueur donne, par exemple, 20% de son cash prize à l'équipe ou à la fédération ou à l'équipe qui représente. D'accord, parce que donc ce sont des parties qui se jouent en individuel? Ça dépend. Ça dépend du jeu. Ça peut jouer en individuel comme en équipe. Okay. Ça dépend en fait. C'est pour ça qu'en fait, dans le e-sport, on dit qu'il y a plusieurs sports. On dit pas le mot jeu. On dit vraiment il y a plusieurs sports et donc il y a les sports collectifs. Donc tout ce qui est football, basketball et ça qui peut se jouer à 1 ou à 2. D'accord. Mais généralement, un sport collectif se joue seul. C'est ce qui est un peu. C'est ce qui est un peu bizarre. Voilà. Après, il y a les sports de combat. Donc voilà, c'est tous les jeux qui sont de combat, style Tekken, Mortal Kombat, Capcom, voilà, c'est tout, Street Fighter et tout ça, c'est tous ces jeux-là. Et après, on a aussi les jeux dits d'équipe et de stratégie, donc qui sont comme League of Legends, qui est le sport le plus connu. On a Rocket League et on a des jeux de tir et de guerre qu'il peut y avoir, on dit FPS, First Person Shooter. Ouais. Voilà, donc ces jeux-là sont souvent en équipe, comme peuvent être individuels aussi. Il y a des championnats internationaux? Alors, il y a des championnats nationaux et des championnats internationaux. Aujourd'hui, il y a 2 fédérations internationales qui se battent un petit peu pour avoir qui sera la fédération internationale. Nous sommes en bon terme avec les deux. Nous sommes actuellement affiliés à l'IUSF, qui est la plus vieille, qui est basée à Séoul. Et donc, c'est eux qui organisent aujourd'hui la Coupe du Monde historique de e-sport, où là, donc, c'est des représentants de chaque pays. Et puis après, chaque sport a sa compétition internationale et sa compétition phare. Ouais. Donc c'est le fait que la fédération internationale soit basée à Séoul, ça dit un petit peu aussi ce que c'est que ce monde. Ça vient de cette culture-là. Ça a été les précurseurs surtout. C'est les premiers qui se sont vraiment lancés dans la compétition. Voilà. D'accord. C'est surtout eux. Après, ça s'est développé dans d'autres pays. Et aujourd'hui, ils ont plus de 140 pays représentés à l'intérieur. Oui. Ouais. Et nous, on en fait partie, Monaco. Oui, mais bien sûr. Voilà. C'est un style de vie, le e-sport, ou c'est... Parce que vous dites jouer des parties de 5 heures assis, etc. Est-ce que ça veut dire qu'on a un style de vie particulier pour pratiquer ce sport? C'est un style de vie comme n'importe quel sportif, c'est-à-dire on se lève, on s'entraîne, on fait même des entraînements physiques, des entraînements mentaux.
Le mental, c'est important. Ah oui, c'est très important parce que toute la concentration qu'il faut avoir, déjà, ça c'est le plus important. Donc ils ont un rythme de vie qui est similaire un athlète de haut niveau qui fait un sport physique. Voilà, c'est ça. Le plus souvent, dans les grandes équipes professionnelles, il y a des nutritionnistes, il y a des docteurs, il y a des kinés. Et ils vivent ensemble dans des lieux ensemble ou ils sont répartis chacun chez soi ou... Ça dépend. Ça dépend. Comme c'est des jeux qui peuvent se jouer en ligne, alors des fois, on n'a pas besoin d'être au même endroit. Voilà, la plupart du temps, ils s'entraînent chacun chez eux. Après, selon la distance qu'il peut y avoir, ils essaient de les baser au moins dans le même pays. Parce que après, sur Internet, sur les parties, vous avez des décalages en fonction de où vous êtes. Par exemple, un joueur chinois qui va jouer contre un joueur européen va pas avoir le même temps de latence et donc la partie peut être biaisée. C'est pour ça que généralement, les grandes compétitions internationales se font en physique, sur place, et tous branchés sur le même réseau. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'excuses. Tous branchés sur le même réseau. Voilà. Donc ce sont de grosses installations, y compris techniques. Oui. On dit des parties LAN, en fait. Ah bah oui. C'est tout lié entre eux. Quoi, et ça fait des gros événements populaires. Il y a du monde qui vient ou pas? Ah oui. Ça dépend les jeux encore. C'est pareil. Par exemple, League of Legends peut remplir quasiment un stade entier pour une finale des Worlds, donc des mondiales. Après, il peut y avoir aussi Call of Duty aux États-Unis qui est très 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 populaire et donc qui peut pareil rassembler des salles équivalentes à l'Arena de Paris. Oui. Voilà, l'Accor Arena. 20 000 places, quoi. Oh oui, facilement. Oui. Bon, et ces sportifs, merci de nous éclairer parce que ça doit être générationnel aussi. Vous allez me dire, c'est normal qu'il y ait quand même toute une partie de la société qui ne connaissent pas l'e-sport parce que c'est pas de leur génération, c'est pas leur façon de. Mais mon autre question, c'était, on a des athlètes donc. Ces athlètes-là, ils viennent à l'e-sport comment? Parce qu'on sait comment on se met au foot, on sait comment on se met. Est-ce que c'est parce qu'on était passionné à la maison quand on a commencé à jouer, qu'on s'est découvert un talent ou... Comme les autres sports, c'est pareil, comme le foot, voilà, on va se passionner pour le foot, on va essayer, on va tenter, ce qui est plus facile parce que généralement pour commencer dans le e-sport, on n'a pas besoin de s'inscrire dans une structure, on peut juste acheter la console que papa et maman vont vous offrir et puis vous allez jouer après dessus et voir que vous avez un certain niveau, vous commencez à monter et puis peut-être un jour vous allez être opéré sur une partie en ligne par quelqu'un et vous dire t'es doué toi, peut-être tu pourrais faire... Ce qui est important à dire, c'est qu'on peut jouer sur la console à la maison que papa et maman nous ont offerte, mais et tout de suite être avec le monde, parce qu'on peut tout de suite jouer en ligne avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète ou... Bien sûr. Oui, après ça dépend, il y a des serveurs qui sont vraiment spécifiques, parce que justement aujourd'hui comme le e-sport et surtout les parties en ligne sont devenus quelque chose de mondial, donc c'est difficile aujourd'hui d'accueillir des Chinois, des Japonais, des Américains, des Européens, des Africains, tous sur le même serveur, ça... C'est pas si simple. C'est pas si simple, donc généralement il y a des serveurs Europe, serveurs Amérique du Nord, serveurs, voilà. Et des fois par pays même, parce que quand c'est des jeux qui sont très très populaires. C'est ça, parce que ça génère trop de trafic sur la bande. Voilà, c'est ça, vous dites. Oui. Alors vous disiez qu'il y a deux fédérations internationales ou mondiales, enfin appelons ça comme vous voulez. Mm-hmm. Ça veut dire que déjà le succès du e-sport fait que la politique s'installe au milieu et qu'il y a déjà des luttes d'influence ou de pouvoir, comme dans les autres sports, parce qu'on peut parler de la boxe, on peut parler de plein d'autres sports dans lesquels il y a déjà ce... Oui, c'est comme c'est un sport qui grandit, on voit en plus l'argent que ça a généré, surtout pendant le Covid où le e-sport a explosé. Pendant cette période-là, ça a explosé. De plus en plus de gens se sont intéressés. Les inscriptions et les adhérences aux fédérations sont explosées aussi, parce que des fédérations dans tous les pays sont créées. Donc c'est... Ça fait des fédérations riches, du coup. Pas forcément. Riches. Pas forcément, parce que nous, on est en contact avec des petites fédérations comme la nôtre, où on se dit peut-être de créer, nous, une sorte de fédération des petits États, comme les jeux des petits États qui peuvent exister. C'est des choses qui sont en discussion. Voilà, mais il y a de tout. Parce que les règles de représentation dans les fédérations, ce sont les mêmes que dans le sport. Il faut être natif du pays pour faire partie de la fédération. Alors, il faut être natif du pays. Et puis, nous, on a la particularité à Monaco, quand même, parce qu'on a discuté avec la fédération internationale. Ils ont dit quand même que les enfants du pays et résidents, quand même, peuvent, de temps en temps, sur des compétitions un peu mineures, participer également sinon et représenter Monaco. Ça ferait un nombre un peu trop limité de candidats potentiels, quoi. Ah oui, un petit peu. Et donc,
C'est pendant le Covid que vous avez eu l'idée de monter cette fédération ? Alors la fédération, elle existait déjà. Elle existait déjà. C'était mon vice-président actuel qui l'avait créée, donc Boris Fedorov. Ah oui. Et du coup, je l'ai rejoint et donc j'en ai pris la présidence pendant le Covid. Comment vous l'avez vécu le Covid, vous ? Ça a été long, ça a été comment ? Non, moi je suis déjà très casanier. Ah. Donc forcément, voilà. ouais. Donc forcément, moi avec ma femme, on s'en est plutôt bien sortis, on l'a plutôt bien vécu. Voilà, en plus on a notre chien Pancake. Donc, le héros d'Instagram. Voilà, c'est ça. Mais quand vous dites je suis plutôt casanier, vous aimez la maison, vous aimez être à la maison, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, j'aime être avec ma femme, ma famille, tranquille. Je suis pas quelqu'un qui va sortir beaucoup. Vous sortez pas beaucoup. Enfin. Comme tout le monde, voilà, mais sans. Comme vous êtes un personnage public, on vous voit. Oui. On vous voit. On serait tenté de vous dire, vous avez un emploi du temps super chargé quand même. Oui, mais justement, les moments où je peux être à la maison avec ma femme, tranquille, regardant la télé ou jouant à la console ou juste aller promener mon chien, ça me va, quoi. Je suis très content comme ça. Donc le Covid, pour moi, ça a été quelque chose de. C'est passé tranquille. C'est passé tranquille. Vous avez eu peur de cette maladie ou pas ? Parce qu'on était nombreux, enfin je dis on parce qu'on ne peut pas dire ceux qui ont pris ça au sérieux ou pas, on ne va pas commencer à compter les points, mais chacun son ressenti. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent après coup, je la menais pas large quand même, j'étais pas très, très tranquille. Alors pour moi, en tout cas, j'étais tranquille. J'appréhendais pas. Pendant le confinement, ça m'aurait rien fait. J'aurais peut-être eu peur par rapport à ma femme voilà. On a peur pour ses proches. Voilà, c'est ça. J'ai eu plus peur pour mes proches, pour mes grands-parents, ma mère, mon père et tout ça. Mais moi, en soi, je l'ai attrapé comme tout le monde à un moment donné. On l'a tous eu, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ne l'ont pas eu sont des exceptions, je pense. Oui. Voilà. Mais donc, moi, c'était pas quelque chose qui m'a vraiment fait peur. C'est une période qu'il fallait qu'on passe. De toute façon, on pouvait rien faire d'autre. Donc, la patience a été notre meilleure arme, quoi. Ouais. Vous êtes patient ? Il n'y a pas tout le monde qui est capable d'être patient. Ça dépend sur quoi ? Sur quel sujet, sur quel domaine. Oui, généralement, je suis quelqu'un d'assez patient. Dans votre vie privée, vous êtes patient avec votre famille, vos proches, vos amis ? Vous êtes patient ? Oui, quand c'est des choses, des sujets comme ça, oui, c'est des sujets où je suis patient, où le temps fait son travail, et puis voilà, il y a des choses qui arrivent, des choses qui font arriver plus tard. Voilà. Alors vous me dites, je ne suis pas patient partout. Alors par exemple, sur un terrain de foot, parce que là, on a parlé d'e-sport, mais sur un terrain de foot, quand on est à la tête des Barbadjans, je pense qu'on chausse les crampons de temps en temps. Oui, on a l'équipe professionnelle où j'ai la chance de participer et de jouer avec des anciens professionnels au moins une fois par an pendant la Fighters Cup. Et après, avec les amateurs aussi, on a créé une équipe avec nos bénévoles qui nous aident sur les événements concrets et qui sont avec nous toute l'année. On a créé une équipe et on participe au challenge corporatif de Monaco. Ça, hein. Voilà. Vous jouez contre les autres équipes de Monaco, en fait. Hein. Exactement, oui. Il y a plusieurs catégories, il me semble, d'ailleurs. Vous jouez à 7, c'est ça ? Oui, c'est ça, on joue à 7. Nous, les Barbadjans, on n'a pas créé d'équipe à 11. On fait que on joue le lundi soir. C'est la logistique, quand même, hein, tout de suite. C'est quand même réunir 7 joueurs, et aujourd'hui, à nos âges... 7 joueurs non professionnels, hein, puisque c'est corporatif, donc ça veut dire que ce sont tous des gars qui travaillent par ailleurs. Voilà, et ils sont tous censés, je dis bien censés, ne pas être licenciés dans des clubs. Voilà, en 3F. Ah oui. Voilà. Donc en plus, ne pas avoir au moins le week-end pris, mais bon, comme les matchs sont la semaine, il me semble. Alors c'est le lundi soir pour un championnat, et pour un autre championnat, c'est le samedi matin. Bon, ça fait chargé. On disait tout à l'heure que vous avez un emploi du temps chargé. On a l'impression quand même que vous êtes souvent sollicité sur des actions publiques. Vous avez compris assez vite que ça allait être votre quotidien ou pas ? Quand vous étiez plus jeune ou plus petit, vous l'avez compris assez vite ? Alors, pas vraiment, parce que ma mère nous a beaucoup protégés, contrairement à nos cousins qui étaient beaucoup plus représentés très jeunes. Nous, nous a vraiment protégés pendant très très longtemps. Et puis après, on a vu qu'il fallait aussi qu'on soit là, qu'on représente la famille, et surtout qu'il fallait qu'on soit là pour soutenir notre oncle, parce qu'il avait aussi besoin de nous de temps en temps, et c'est important de pouvoir soutenir. Il faut pouvoir un peu répartir la charge, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Hein. Et ça quand vous avez réalisé
Parce que vous dites, je suis plutôt casanier. Est-ce que vous avez eu l'appréhension d'apparaître en public, d'être sur les photos? Est-ce que ça a été une appréhension pour vous ou pas? Au début, oui, parce que je suis quelqu'un aussi de très réservé et très timide. Je vais pas forcément facilement vers les gens. Ouais. Donc, les premiers temps, ça a été un peu difficile et un peu gêné. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien. Et au contraire, ça m'aide justement à pouvoir participer à des émissions comme ça et parler plus librement et de manière assez à l'aise. Ça a été comme une école pour vous, alors? Oui, On fait une formation, quoi. C'est ça. On est un peu obligé aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, pour aider et pour représenter la famille, quoi. Justement, ça vous permet, j'imagine que cette image publique vous permet aussi de vous mobiliser ou de mobiliser les énergies autour de certaines causes. Vous parliez de la Fight Aids Cup, par exemple. Et je crois qu'on en est à la 3e ou la 4e que vous faites sous votre responsabilité. Voilà, là on organise la 4e édition. C'est ça, pour le 22 janvier prochain. Voilà. Le principe, c'est... Alors le principe, c'est en fait à la base c'était un match qui avait toujours lieu depuis plus de 20 ans entre l'équipe du cirque et l'équipe des Barbadjans. Ouais. Donc l'équipe du cirque, l'équipe des Barbapapas, on va dire, de ma mère, et l'équipe des Barbadjans, l'équipe de mon oncle. Alors au tout début, pendant des années, l'équipe du cirque, forcément, c'était des jeunes qui travaillent sur le cirque, donc en forme physiquement, des Italiens le plus souvent, qui aiment le foot. Qui sentaient bien le foot et ça. Et donc généralement, ils battaient l'équipe de mon oncle, qui était une équipe d'amis de mon oncle, tout ça à la base, qui commençait à être un peu plus âgés et qui avait d'autres responsabilités dans la vie, surtout dans la vie de Monaco, tout ça. Et mon oncle lui aussi, qui prenait de plus en plus d'importance au fur et à mesure. Et donc du coup, il avait un peu moins de temps de jouer et tout ça. Parce que c'était quand même un des meilleurs joueurs de l'équipe, faut le dire, à l'époque. Et du coup, l'équipe de ma mère gagnait très souvent au début. Puis après, mon oncle a dit, je suis ami avec Didier Deschamps, avec Yann Koller, avec tout ça, des jeunes retraités du football. Voilà, donc il les a intégrés petit à petit dans l'équipe. Donc forcément... Il a commencé à gagner de plus en plus souvent et moi j'ai commencé à intégrer l'équipe et j'avais le choix entre jouer pour l'équipe de ma mère ou l'équipe de mon oncle. Donc et mon oncle m'avait fait le passage de témoin avec le brassard de capitaine. Donc j'ai forcément mon cœur a plutôt balancé du côté des Barbadjans à ce moment-là. Ouais. Vous jouez quel poste? Le même que mon oncle, défenseur droit comme lui. Défenseur droit. Voilà. Donc encore plus un passage de témoin. Vous étiez toujours en défense depuis tout petit quand vous avez commencé? Oh non, j'ai commencé gardien de but, mais c'était une catastrophe. Ah bon? Ouais, j'étais pas très... c'est un poste difficile quand même. Après, j'ai fait attaquant, milieu, et puis j'ai reculé petit à petit. Et c'est un poste sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise, c'est ça? Oui, après je peux jouer aussi en défense centrale. Je suis plutôt défenseur, je suis pas très bon techniquement, pas très à l'aise avec le ballon, mais beaucoup plus à l'aise avec les capacités physiques, plutôt rapides dans le couloir, endurant et puis fort dans le contact, quoi. Voilà. Parce que là, on va en parler 2 petites secondes. Vous avez fait un passage à l'AS Monaco, puis vous êtes allé à Nottingham Forest, si je me trompe pas. Donc il y a eu à un moment donné. Alors maintenant, vous avez une fédération, parce que le e-sport, j'imagine, c'est quand même beaucoup de boulot aussi. Mais il y a eu à un moment donné une envie d'encadrer ce sport-là ou de participer à l'aventure de ce sport autrement que sur le terrain? De manière générale, c'est ce que je faisais un peu quand j'étais à l'AS Monaco et à Nottingham Forest. J'étais pas du tout sur le terrain. J'étais au début, j'ai commencé à l'AS Monaco, j'étais analyste d'adversaire. Puis à l'époque, c'était Luis Campos. Il m'avait fait monter au niveau du recrutement. Parce qu'il voyait que j'avais une bonne capacité d'analyse de joueurs et tout ça, donc il m'a fait monter les étapes, il m'a appris, c'est avec lui que j'ai appris, donc Luis Campos est quand même une référence dans le monde du football aujourd'hui. Et j'ai commencé recruteur des jeunes, un peu académie, et après aussi beaucoup la France, en Ligue 1, Ligue 2, Nationale, voilà. Ouais, vous avez arpenté les stades alors, Ah oui, j'ai fait tous les stades de France quasiment. Et après, j'ai aussi fait recruteur européen. Voilà, je me suis un peu plus déplacé avec des pays qui étaient plutôt prédestinés, plutôt définis au début de la saison, c'est-à-dire plutôt Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Italie. J'étais plutôt suisse. Vous avez dû voir du beau football quand même, parce que les pays dont vous parlez là, ce sont des pays de football. Oui. Voilà. Peut-être certains dans d'autres proportions
Mais quand même, le championnat allemand, c'est un championnat incroyable. C'est un beau championnat et surtout les ambiances dans les stades sont fantastiques. De toute façon, dès qu'on monte plus au nord, les ambiances sont quand même assez importantes. Ça devait être quelque chose aussi, l'ambiance. C'est l'Angleterre, c'est un truc à part. Nottingham, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est un stade en plus qui a une histoire. C'est aujourd'hui le plus vieux club professionnel au monde. Ouais. Il doit y avoir une culture du football complètement différente, encore plus poussée que ce qu'on voit ailleurs, non ? Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Et j'ai pu voir des choses que nous, on ne fait pas chez nous. Mais parce que là-bas, ils ont la ferveur. Donc c'est plus facile pour eux de le faire. Par exemple, les prix des places. Là-bas, ça va de 5 pounds à 25 pounds. Le plus cher, c'est 25 pounds dans tout le stade entier. Donc l'important, c'est l'affluence. C'est vraiment que les gens viennent au stade et qu'une ambiance soit là. Et que, le match, c'est quand même le programme de la journée. Hein. Ah oui, le week-end, c'est... Le week-end, c'est foot. Hein. C'est foot, voilà, c'est ça. Bon, les Anglais, ils ont vraiment ça. Quand vous dites, j'ai vu des choses qu'on n'arrive pas à faire de notre côté. Il y a aussi cette façon de vivre le foot. Ils parient. Ah oui, ça, ils parient pas que sur le foot. Hein, ils parient beaucoup sur le foot aussi. Oui. Le pari sportif commence à s'implanter en France notamment, donc à nos portes, là où on est. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble bien ? Parce que on a quand même l'impression, on ne va pas les citer, mais il y a eu certains sportifs, y compris en France, qui se sont retrouvés concernés par des problèmes de paris, soit au mauvais moment, soit non autorisés. Est-ce que vous direz que c'est quand même une bonne chose, le pari, ou pas ? Moi, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son propre argent. C'est malheureusement une addiction, comme n'importe quel jeu aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre les paris sportifs. Par contre, je sais qu'en France, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour prévenir des risques de ça. C'est assez bien encadré en France. Surtout, ça a été interdit pendant très très longtemps. Ouais. Après, je sais que par exemple pour les joueurs de foot, en tout cas à Monaco, quand moi je travaillais à l'AS Monaco, on avait tous des formations ou des sensibilisations où vous travaillez pour un club de foot. C'est interdit pour vous vous pariez pas, c'est interdit pour vous à tous les échelons du club. Ouais. Et encore plus, c'était encore plus poussé au niveau par exemple des joueurs de l'académie. Il y avait souvent des sensibilisations pour les jeunes joueurs. Parce que c'est un vice qui peut vous prendre jeune. C'est ça. Et puis après, il y en a, comme ils ne peuvent pas parier, ils font parier le frère et tout. Et forcément, après, normalement, personne autour de la famille n'est censé pouvoir être en mesure de jouer. Donc, il doit y avoir une bulle quand même. C'est ça. Ouais. Le foot, on le sent, c'est quand même la passion numéro 1, ou en tout cas une des passions numéro 1. Vous avez commencé comment dans le jardin ou avec votre père ? Parce que bon... C'est plutôt... Alors maintenant, les choses évoluent, mais au départ, c'était plutôt un sport masculin. Alors oui, mais moi non, c'est mon père alors est anti-football. Anti-football, il aime pas ça. Voilà. Il aime on pas en ça. A trouvé un. Voilà, mon père était plutôt arts martiaux, sport de combat, voilà, c'était... Et après, quand j'ai décidé de faire du foot, il m'a toujours encouragé, il m'a toujours soutenu dans mes décisions et dans les sports que j'ai fait, quels qu'ils soient. Et non, moi c'était plutôt mon oncle qui m'a poussé vers le football et qui m'a tourné. Lui aussi, il a le football bien chevillé au corps. Hein, ah oui, c'est une passion de toujours. Hein, et moi, il me l'a un peu transmise. C'est lui qui m'a offert mon premier maillot de foot. Et après, après, c'est lui qui m'a emmené à mes premiers matchs de foot. Aussi à l'époque avec mon grand-père dans les stades. Après, j'ai commencé à pratiquer le football. Bon, c'était pas top au début. Puis après, j'avais arrêté. Et puis après, j'ai fait aussi parce que moi, j'aimais aussi beaucoup les arts martiaux comme mon père, parce que forcément, ça me poussait aussi. Vous les avez pas laissés quand même ? Non, j'ai pratiqué pendant quelques années. Et puis après, arrivé à un certain âge, je voyais tous mes copains jouer ensemble au foot à Cap d'Aille ou au Beau Soleil ou à Monaco. Je dis, il faut que je me lance moi aussi. J'ai envie d'être avec mes copains et tout ça. Donc, bon. À l'époque, ça a été un peu dur pour mon père d'abandonner les arts martiaux, mais après, il était très content pour moi et il m'a soutenu, il m'a amené à des matchs, il est venu me voir jouer, donc voilà. Vous diriez que votre papa est resté très présent, puisque vos parents se sont séparés, vous étiez assez jeune. Ça arrive à beaucoup de monde, mais vous diriez qu'il est resté très présent.
Ah ben mon père, j'ai la chance d'avoir le papa que j'ai aujourd'hui parce que bah, c'est un papa qui est hyper présent, hyper investi. Il a toujours fait des pieds et des mains pour s'occuper le mieux de nous et nous voir le plus possible. Voilà, tous les week-ends j'étais chez lui quasiment. Enfin voilà, c'était un papa très présent. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. Bon. Et, Alors voilà. les arts martiaux, c'est pas resté un point de discorde entre vous, quoi. Pas du tout. Pas du tout. J'imagine. Vous avez su tout de suite ce que vous vouliez faire dans la vie, à part que vous étiez membre d'une famille régnante et il faudrait assumer certaines responsabilités publiques, mais vous aviez une idée petite de ce que vous vouliez faire dans la vie? Alors, comme beaucoup, j'ai eu ma période où je voulais devenir footballeur professionnel, mais j'ai été lucide très jeune, donc vers l'âge de 12-13 ans, où j'ai vu que j'avais pas les capacités de devenir footballeur professionnel, donc je me suis très vite tourné dans le business du foot. Et très vite, à 14 ans, je savais déjà que je voulais travailler dans un club ou en tant qu'agent sportif ou des choses comme ça. Voilà. Président de fédération, c'est pas mal aussi quand même. Hein. Fédération de foot, c'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus, parce que c'est moins du travail au quotidien, proche. Voilà, là, on est là d'un club, on est vraiment proche des joueurs, proche des employés du club, enfin voilà, des supporters qui ont une passion pour votre club. Et voilà, pour moi, c'est plus vivant un club qu'une fédération. C'est étonnant d'ailleurs, vous disiez ça, parce que vous me dites je ne vais pas facilement vers les gens. Et en fait, là, vous me parlez de contact, d'être au plus près des gens. Donc, il y a quand même une partie de vous qui aime ça, quoi, qui aime... Là, vous me disiez tout à l'heure, j'avais envie d'être avec mes copains. Donc, vous n'êtes pas un solitaire. Ah non, pas un solitaire du tout. C'est juste que pour les personnes que je ne connais pas, j'ai un peu plus d'appréhension, on va dire, à aller au premier... Voilà. Si la personne entame la conversation avec moi, je ne suis pas quelqu'un non plus qui va être froid ou quoi. Pas. Non, bien sûr. Au contraire, dès que le contact est fait, je vais être très bien dans la discussion et dans l'échange. C'est juste que, voilà, après le foot, comme on disait, c'est une passion commune. Donc, forcément, quand on est dans la tribune, quand on est en train de chanter pour son équipe, tout ça, bah, forcément, même si on ne connaît pas la personne à côté, si un but, on peut la prendre dans les bras et, voilà, et célébrer ensemble le but, quoi. Donc, c'est pas... C'est vrai. On a parlé de votre papa. Est-ce que... parce que... Bon, je sais pas, j'imagine que votre maman n'est pas une grande spécialiste du football. Enfin, je sais pas, après tout. Si, beaucoup. Ah ben voilà. Finalement, je sais pas. Et donc, est-ce que vous avez eu avec elle aussi des discussions sur votre futur, sur le foot, sur comment vous vouliez vous orienter dans la vie? Est-ce qu'elle a joué ce rôle-là pour vous aussi? Les deux. Mes deux parents ont toujours été à l'écoute et on a toujours eu des discussions très sincère et constructive, que ce soit ma mère ou mon père. Ma mère m'a toujours suivi, pareil, dans ma passion du foot. Ma mère est un peu plus réservée, donc elle m'a un peu moins accompagné, parce que c'est une personne qui est beaucoup plus... Elle est plus publique. Voilà, plus publique, donc elle m'a un peu moins accompagné au match de foot. Elle est plus facilement repérable dans la tribune, en fait. C'est ça, voilà. Mais par exemple, en 2003-2004, pendant l'épopée rouge et blanc, elle était avec moi dans les tribunes, on allait au match ensemble, on a fait le déplacement à Chelsea, on a fait le déplacement en Allemagne pour la finale, on était ensemble, on était dans le virage, on n'était pas dans la loge avec mon grand-père et mon oncle. Donc non, elle vit la passion elle a vécu la passion avec nous et elle nous a accompagnés dans cette passion. Vous nous dites, elle nous a beaucoup protégés. Vous avez la sensation que c'était nécessaire d'être un peu préservé de tout ça? Est-ce qu'après, quand on est dans le bain, on se rend compte que finalement c'était bien le moment où on était préservé? Alors oui et non. Oui et non. Le fait qu'elle nous ait protégés, ça c'est indéniablement quelque chose de positif parce qu'elle avait eu totalement raison. Quand on voit certains événements ou même la couverture médiatique que peuvent avoir, et surtout à l'époque, surtout dans les années 90 et 2000, c'était la presse à scandale, les paparazzis qui cherchaient toujours la petite bête pour chercher, pour nous rabaisser ou quoi. Donc sur ça, maman, elle a eu entièrement raison. J'ai rien à dire et je la remercierai jamais assez pour nous avoir protégés comme ça. Et papa, il nous a toujours fait pareil. Toujours protégé. Parce que lui aussi, c'était une image publique. Oui, hein. oui. Il a chanté, je crois. Il a chanté, il a fait La Femme Célébrité, tout ça. Mais il nous a toujours protégés. Ça a été un accord qu'ils ont toujours eu ensemble et ils n'ont jamais été en désaccord sur ça.
Et lui s'est forcé de nous protéger comme il fallait aussi toute notre vie. Et encore aujourd'hui, hein, il nous protège de gens qui veulent peut-être m'approcher pour faire parce des... que maintenant, la vraie force, Voilà, c'est vous, ça. c'est la nouvelle génération, c'est sûr. Oui, mais il est encore là, hein, et j'ai encore besoin de lui et de maman aussi. Donc voilà, ils seront toujours là et je sais qu'ils feront toujours le maximum pour nous protéger, mes sœurs et mon frère et moi. Ah. C'est vrai qu'il y a votre frère aussi qui est carabinier, je crois. C'est ça. Ça aussi, c'est une façon de servir Monaco. Oui. Et alors, on parlait de cette pression médiatique. Est-ce que vous pensez que puisqu'aujourd'hui on vit avec des réseaux sociaux, c'est une autre pression médiatique, est-ce qu'elle est aussi méchante que celle que vous avez décrite dans les années 90-2000 où on a la sensation qu'il y a quand même plus de bienveillance? Ça dépend des réseaux. Ça dépend sur les plateformes ou quoi. Moi, par exemple, sur Instagram, qui est un compte public ouvert aux gens, généralement, franchement, vous voyez, j'ai 98% de commentaires positifs et de gens qui sont assez agréables. Twitter, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus dans l'anonymat. Les gens utilisent des pseudos. Hein. Ouais, ils utilisent des pseudos. C'est comme les blogs de l'époque. Voilà, et ça peut être un peu plus méchant. Et c'est pour ça que je suis moins impliqué sur Twitter aujourd'hui que sur Instagram. Instagram, les gens sont beaucoup plus bienveillants. On peut très vite voir les trolls, les haters, les trucs comme ça. On peut les repérer plus facilement que sur Twitter, qui est X maintenant. Ouais. Mais du coup, franchement, ça dépend. Les commentaires méchants, de toute façon, il y en aura toujours. Parce qu'il y aura toujours des gens qui sont pas bien dans leur peau et qui vont toujours essayer d'essayer de reporter leur mal-être sur vous pour essayer que vous sentez dans la même situation qu'eux. Moi, j'ai appris, et ma mère nous a toujours appris, et mon père aussi, voilà, ça glisse. On est imperméable et ça doit glisser. La vie qui importe le plus, de toute façon, c'est toujours ceux de nos proches. Et les autres, ça peut être constructif des fois. Quelque chose qui revient assez souvent, par exemple, une critique qui peut être constructive, par exemple, sur une attitude qu'on peut avoir, par exemple, quand on est dans le football, voilà, on est tout de suite exposé, critiqué. Des fois, ça peut être constructif. Des fois, on voit que c'est complètement méchant. Et voilà, ça, on n'y fait pas attention, mais après, on peut faire attention de temps en temps à des choses qui peuvent être constructives. Par exemple, les gens ils peuvent trouver que je suis pas assez souriant, pas assez ci ou quoi. C'est quelque chose c'est un exemple. Mais voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut dire, tiens, ça revient assez souvent, je vais essayer de sourire un peu plus, peut-être que les gens seront plus contents si on sourit un peu plus. Voilà, c'est un exemple, ça peut être quelque chose qu'on peut prendre en compte, mais généralement on essaie de pas trop y faire attention. Et pour revenir sur le fait des années 90-2000, je pense que les réseaux sociaux ont eu un bon côté aussi pour nous, surtout Instagram, où on peut partager nos photos. Et je pense que ça a un peu cassé le métier de paparazzi, où en fait on partage nous-mêmes nos photos. Du coup, ils n'ont pas besoin d'être là. On va en parler. Vous avez choisi pardon si je vous coupe, mais vous avez choisi de partager la nouvelle de la naissance de votre fille. C'est vous qui l'avez annoncé en fait, puisque vous faites partie de la famille Souveraine, mais il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Je veux dire, c'est vous qui avez publié avec votre épouse Marie, c'est vous qui avez publié la photo. Oui. Que vous avez choisi d'ailleurs. Oui, qu'on a choisi. Et puis, si vous le remarquez sur les photos, on cache toujours le visage de la petite parce que on veut rester dans la même ligne que mes parents, c'est-à-dire on va la protéger le plus possible. Bien sûr, elle apparaîtra de temps en temps en public et ce sera les photos qui paraîtront peut-être dans les journaux ou quoi. Mais en tout cas, nous, sur nos réseaux sociaux, aujourd'hui, on va pas lui montrer son visage ou la mettre en danger parce que aujourd'hui, surtout ma femme est beaucoup impliquée et veut s'impliquer plus sur tout ce qui est pédocriminalité sur les réseaux, sur Internet et ça. Ça l'intéresse beaucoup ces choses-là et elle veut vraiment le combattre. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut faire pour protéger notre fille et qu'on fera toute sa vie. Et comme voilà, on aura le modèle de mes parents. Sur l'exposition, bien sûr, ma fille sera peut-être un peu moins exposée que moi parce que je suis pas non plus ma mère, donc il y aura peut-être moins d'exposition, mais voilà, on va la protéger quand même au maximum. Comment on fait d'ailleurs quand on réfléchit à protéger, voilà, vous dites je suis pas ma mère, mais enfin à Monaco en tout cas.
vous pouvez difficilement entrer dans un restaurant ou aller voir une expo ou un match de foot sans que les gens vous reconnaissent quand même. Oui, mais les gens à Monaco sont quand même assez bienveillants parce que quand même ils nous connaissent depuis tout petit. Donc généralement ils nous voient, ils nous disent bonjour ou excusez-moi. Les gens vous saluent dans la rue? Oui, bah moi de toute façon maman et papa m'ont toujours appris, quand on te dit bonjour, tu dis bonjour, quand tu croises le regard de quelqu'un, tu dis bonjour. Faut toujours être cordial avec les gens. Voilà, il faut pas avoir une distance. Ouais, faut pas mettre de distance, il faut pas être hautain avec les gens parce que ces gens ils sont contents des fois de vous voir. Ils sont juste contents de vous croiser dans la rue, de vous dire bonjour et vous leur répondez, ils sont contents. Et donc ça c'est le minimum qu'on puisse faire et qu'on puisse leur rendre. Donc voilà. Et quand vous rencontrez Marie, donc celle qui partage votre vie aujourd'hui, quand vous rencontrez Marie, elle sait déjà? Non, elle savait pas. Elle savait pas, Marie a toujours été très très nulle sur ces questions de monarchie, de famille, de people ou quoi. Elle était pas du tout intéressée. On s'est connus. Donc au départ, vous êtes Louis. Voilà, c'est ça. Alors même Louis Ducreux d'ailleurs. Et elle sait pas. Elle sait pas si elle vous accompagne dans la vie. Elle sait pas ce qu'il attend, quoi. Non, pas du tout. Elle l'a su après, bien sûr, quand elle a commencé à s'intéresser un peu à moi, de se prendre des renseignements sur qui je... Quand c'est devenu un peu plus sérieux, quoi. Voilà, quand l'intérêt était vraiment franc de sa part. Hein. Après, en même temps aussi, quand on s'est rencontrés, j'étais président du BDE de mon université. Donc j'étais un peu quand même un peu mis en lumière. Et donc, on s'est très vite remarqué comme ça. Puis, mais au moment où on s'est mis ensemble, proprement dit, elle venait à peine de l'apprendre. Donc, c'était pas... Est-ce que ça a été un sujet entre vous ou pas? Non, pas du tout. Jamais. Parce qu'on a l'impression qu'elle est là depuis toujours avec vous, quoi. Ça fait cette impression-là. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Oui, hein. Oui, non, c'était pas un sujet. Au début, j'avais des agents de sécurité qui me suivaient et qui faisaient ma protection, surtout quand j'étais à l'université à Sophia Antipolis, que des fois je pouvais faire les soirées étudiantes à Cannes, Antibes, Jean Lépin, de ça. Vous sortiez un peu à l'époque quand même. Il fallait un petit peu faire sa vie étudiante, surtout quand on est président du BDE, il faut quand même mouiller le maillot. Un petit peu. Mais j'ai toujours été très responsable. Moi, j'ai jamais été attiré par l'alcool, les choses comme ça. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'étais président du BDE. Comme ça, j'étais le seul qui était un peu en mesure de. C'était le Sam du BDE. Voilà, c'est ça. Donc non, c'était une bonne époque. Il fallait la faire, il fallait la vivre. Et puis aujourd'hui, je suis content de l'avoir vécu. Et puis j'ai eu la chance d'avoir rencontré ma femme à ce moment-là. Et puis on a fait toutes nos études ensemble, on s'est suivis après aux États-Unis dans notre cursus. Et puis on a été diplômés en même temps. Et puis voilà. Ça, c'est une bien belle histoire. Alors, elle a fait le choix. Enfin, vous avez fait le choix qu'elle continue de travailler. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, c'était un sujet? Parce qu'on se dit parfois, on est dans une situation où on a déjà suffisamment de choses à faire. Est-ce qu'on a besoin de travailler en plus? Oui. Oui, et puis moi, de toute façon, Marie, elle a toujours fait ses choix, elle fera toujours ses choix elle-même. Moi, j'ai jamais eu à intervenir et j'interviendrai jamais dans ses choix à elle. Si demain elle veut arrêter de travailler, elle arrêtera de travailler. Si elle veut continuer à travailler, elle continue à travailler. Marie a grandi quand même avec sa mère qui était quand même très travailleuse et elle a beaucoup pris exemple sur sa maman et qui était un très bon exemple d'ailleurs. Et du coup, Marie est une mordue du travail et elle veut se faire elle-même et elle veut faire les choses bien, d'ailleurs très rigoureuse et très maniaque dans son organisation. Et quand on ne va pas dans son sens, ça peut barder. Mais même à la maison, quand on organise les voyages, souvent c'est je fais oui chef et je suis et puis voilà quoi. Hein. Mais elle aime beaucoup travailler. Vous m'avez dit que vous étiez patient, donc j'imagine que pour vous il y a des combats qui se mènent pas, quoi. Oui. C'est pas pour moi, du moment que je passe mes vacances avec ma femme et qu'on passe des bons moments et puis elle trouve toujours des super idées pour faire des choses. Vous aimez voyager? Oui, on aime beaucoup voyager avec ma femme. On essaie de voyager souvent. Avec le Covid, malheureusement, ça a été un gros frein pour nous. Aujourd'hui, avec la petite, on essaie de voyager un petit peu, surtout en voiture. On a fait le premier voyage en avion il n'y a pas très longtemps. C'est bien passé. Donc petit à petit, on partira de plus en plus loin et puis on verra. Est-ce que, vous disiez tout à l'heure, il y a des moments où ça peut barder, etc. Est-ce que vous êtes...
Est-ce que vous êtes un belliqueux? C'est quelqu'un qui... Est-ce que vous aimez le conflit ou pas? Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent du conflit, il y en a qui pas du moi, tout. je suis anti-conflit. Bien sûr, des fois, quand il faut... Quand il faut y aller, il faut y aller, quoi. Voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis après, moi, enfin, surtout quand c'est avec ma femme, je reviens très très vite. Moi, j'aime pas rester en froid, j'aime pas trop ça, le conflit. Et après, sinon, je peux être beaucoup plus rancunier avec d'autres gens, surtout des gens qui peuvent m'avoir trahi. Là, oui, je peux être très rancunier, voire faire une croix totale sur la personne. Ça, c'est pas... Alors, vous n'êtes pas coléreux, vous n'êtes pas belliqueux, mais vous êtes rancunier. Ouais. Et là, quand on dit que vous avez la rangute tenace, il n'y a pas de retour, quoi. Non. Franchement, ça dépend ce que la personne a fait. Ouais. Mais voilà. Que vous arriviez à enlever la parole à quelqu'un, il faut peut-être que ce soit grave, quand même. Oui, enfin grave pour moi en tout cas. Ouais, Alors, grave pour moi. Après, des fois, pour les personnes, ça peut ne pas être grave, mais pour moi, surtout par rapport justement à, comme on dit depuis le début, à ma situation familiale et tout ça, il y a des choses qui pour moi ne se font pas ou ne peuvent pas se dire. Donc ça peut être du jour au lendemain, je peux ne plus adresser la parole à mon meilleur ami. Ça, c'est quelque chose que je mets pas là, une croix dessus. Ah oui, quand même. Hein. Vous avez été un enfant difficile? Ça, c'est mes parents de répondre, mais je pense pas avoir été un enfant difficile, et ni mes frères et sœurs. Je pense qu'on a tous été quand même des enfants qui ont été assez faciles. J'ai toujours été très calme, très posé. J'aime beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent et tout, j'aimais beaucoup la solitude. J'aimais beaucoup, par exemple, pour faire mes devoirs ou quoi. J'aimais dans mon coin, tranquille. Il faut pas venir m'embêter, quoi. C'est tout. Après, sinon, c'était pas... Et vous pensez que vous allez être un papa sévère ou pas? Sévère, non. Je pense pas être sévère. J'espère être un papa juste. Après, quand on voit aujourd'hui les nouvelles générations avec, comme on disait, les réseaux, tout ça, je sais qu'il va falloir peut-être encore être plus vigilant que nos parents comme ils ont pu l'être. Mais ça, avec ma femme, on est d'accord au moins sur tous ces points-là. Donc, on est quand même... c'est bien d'être en accord déjà sur ces choses-là, en amont, parce que ça peut déjà être un conflit. Mais oui, on sera très, on fera très attention. L'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah oui. Ça a été on dit toujours c'est l'aventure de la vie. Ça a été fort pour vous? Ça a été... On dit toujours pour les papas, c'est un peu différent que pour les mamans. Non, moi, je voulais être papa avant que Marie soit OK pour faire un enfant. Pour faire un enfant. Voilà. Donc moi, je l'attendais depuis très, très longtemps. Et puis, après, la chose qui a été facile avec Marie et moi, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, ça fait plus de 11 ans qu'on est ensemble. Donc, on se connaît par cœur. On a grandi ensemble, en quelque sorte. Parce que... oui, vous avez fait beaucoup de pas importants, en tout cas, ensemble. Hein, c'est ça. Quand on fait toutes ces études ensemble, qu'on va aux États-Unis, qu'on se confronte à l'autonomie, la responsabilité, la solitude, la difficulté, on apprend plein de choses ensemble, c'est sûr. C'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance qu'on se connaît par cœur, on a grandi ensemble, donc on sait les valeurs de l'un et de l'autre. Ouais. Si ça marchait pas ou qu'on n'était pas d'accord à un moment donné, de toute façon, ça aurait pété plus tôt. Et aujourd'hui, on a la chance d'être aujourd'hui toujours ensemble. On a une fille qui est en bonne santé, qui se porte bien, et on est d'accord sur l'éducation qu'on veut lui donner, et que voilà, on espère qu'on sera des parents justes, pas sévères, parce que c'est pas bon d'être sévère des fois avec les enfants, parce que ça produit l'effet inverse. Mais voilà, on espère on fera ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? La bonne santé pour la famille, c'est le plus important. Après le reste, ça vient, ça vient, voilà. Et puis on fera avec. Eh ben, écoutez, merci. On vous souhaite tout ça et encore plus. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci.